Merci d'être avec nous sur la première chaîne d'information continue du Burkina Faso. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et à chacun et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission qui est un entretien avec une personnalité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir, et ce pour la première fois sur notre plateau, Jules Martin Sanduidi, plus connu sous le nom de Djimas Sanduidi, artiste musicien burkinabé, reggae maker, ancien séminariste. Il a un parcours atypique. On en parle dans l'émission. Monsieur Sanduidi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage de Burkina Info. Alors, vous préférez qu'on vous appelle Jules Martin ou Djimas Sanduidi? Djimas Sanduidi. Djimas Sanduidi, c'est toute une histoire. Hein? Oui, les gens m'appellent aussi affectueusement Sac Danaba. Sac Danaba. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors, vous avez 62 ans en 2025. Comment vous allez côté santé et famille? Je rends grâce à Dieu, je vais très bien. Je rends grâce à Dieu. Bon, côté famille aussi, ça va. J'ai des enfants qui me maintiennent jeune. Et puis voilà, quoi. À cet âge-là, qu'est-ce qu'on se dit? À plus de 60 ans, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, il faut que pour mes enfants, tout soit assuré. Oui, tout soit assuré. Et on se dit, on se donne à fond. Moi, je me donne à fond. Parce que j'ai l'impression que le temps il file et il faut que lorsque le jour viendra, que je puisse avec la main sur le cœur m'endormir et savoir que personne ne souffrira derrière moi. Et à 60 ans dépassés, est-ce qu'on change d'objectif catégoriquement? On n'est plus pour soi-même, mais c'est pour les autres qu'on vit désormais. Exactement, oui. Exactement. Oui, parce que j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai vécu l'aventure, etc. Donc maintenant, ce qui me préoccupe, c'est mes enfants et les enfants du monde. L'expérience que j'ai eue, que je puisse partager avec les jeunes. C'est ça surtout qui me préoccupe. Je me surprends à parler, à donner toujours des conseils et c'est ça qui me préoccupe. Djimas Sanduidi est l'invité de l'émission Le Grand Déballage. Votre parcours est une leçon de vie, on pourrait le dire ainsi. Vous êtes parti de ces petits séminaires de Basse-Courée. Est-ce que vos parents vous prédestinaient déjà à la soutane pour être prêtre un jour? En fait, c'est moi-même qui avais pris la décision d'aller au séminaire. Ok. Oui, c'est moi-même qui avais pris la décision d'aller au séminaire et parce que bon, nous habitions à côté de la mission catholique et le contact était très très fort. J'ai commencé à chanter dans la chorale de l'église et bon, c'était pour moi le chemin à prendre. Devenir prêtre, servir le village, mais après la puberté, bon, j'ai pris un autre chemin. Pourquoi vous n'avez pas continué l'aventure? Est-ce que vous avez goûté à la chair fraîche et puis finalement vous n'avez plus envie de continuer l'aventure? Non, disons que c'est dès cet instant que j'ai eu à me questionner moi-même. Et je crois que c'était très important parce que je me suis dit, vous savez, il y a un verset de Saint Paul, je crois, aux Corinthiens, je ne sais plus, où il dit qu'il vaut mieux se marier que de brûler. Pour moi, c'est très important de respecter sa parole. Alors, si je faisais le vœu de célibat et il s'avérait que c'était difficile, je crois que, bon, ça n'aurait pas été ma personnalité. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas été justement chaste que vous avez compris qu'il était important de se marier? C'est parce que j'ai trouvé qu'il était impossible d'être chaste que j'ai préféré quitter. Impossible? Oui. Impossible? Oui. Certains vous diront que c'est possible, c'est un manque de volonté de votre part éventuellement. Non, je ne crois pas que ce soit un manque de volonté. C'est une reconnaissance de la faiblesse de l'être humain que de le dire. C'est la faiblesse de l'être humain qui m'amène à le dire. Je ne condamne personne qui a opté pour la chasteté, le célibat. Mais je sais que c'est un combat éternel et un combat très très acharné pour ceux qui ont opté pour le célibat. Alors, souvent, quand on opte et on n'arrive pas, on devient une brebis ou un âne qui mange la farine et on va accuser tous les ânes. Ça veut dire qu'il suffit qu'un abbé, un prêtre, n'arrive pas à maintenir, à garder son vœu de chasteté et du coup, on dira que tous les prêtres sont comme ça. Est-ce que de par votre expérience, vous vous dites que l'Église catholique doit évoluer?
si l'Église catholique doit évoluer dans ce sens, par exemple. Et je crois que ça fait partie des grandes discussions qui sont menées au sein de l'Église catholique pour voir si le célibat est vraiment quelque chose à maintenir. C'est un débat qui date de très longtemps. Pour vous, il faut laisser les prêtres se marier, avoir des enfants? Oui, absolument. Regardez par exemple les protestants. Les pasteurs se marient. Il y a même une telle grande évolution qu'en Europe, par exemple, vous avez des femmes qui sont pasteurs. Des femmes pasteurs, mais imaginez, une femme prêtre dans l'Église catholique, c'est pas pour jeter la pierre sur l'Église catholique, mais l'humanité et l'homme en tant que tel évoluent et il y a des règles que l'on pouvait respecter, j'allais dire aux années 1, 2 et après Jésus-Christ, mais aujourd'hui, c'est tout autre chose. Et je crois que toute chose a besoin de s'adapter à son temps. Est-ce que cela ne va pas tomber le mythe justement de l'Église, notamment des prêtres? Je ne crois pas. Je ne crois pas je crois qu'il vaut mieux que ce mythe tombe plutôt que de mettre l'Église catholique dans une lumière sombre, une mauvaise lumière. Il nous revient que ceux qui ont été dans le petit séminaire, les anciens séminaristes, là, sont irrécupérables dans la société. Est-ce que c'est votre cas? Non, je ne crois pas qu'ils soient irrécupérables, parce que les humains sont pareils. Mais vous savez, quand on vit d'une façon ascétique, et après on sort, naturellement on voit le monde avec d'autres yeux. C'est ce qui amène certains même à devenir les farouches combattants qui combattent l'Église ou quelque chose comme dans ce sens. Mais je ne crois pas. Je crois que je suis récupérable, que j'ai les pieds sur terre et je respecte l'Église catholique, même si je ne pratique pas, parce que je suis maintenant à un niveau où je respecte toutes les religions. Toute personne qui dit le nom de Dieu devant moi, alors est à respecter. Alors que vous étiez censé être un fervent pratiquant, pourquoi vous ne partez pas comme avant? Et pourquoi je n'y vais pas? Parce que j'ai choisi de prier Dieu pour moi. Lorsque un ou deux sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais lorsque vous vous mettez dans votre chambre et puis vous priez, je suis là. C'est naturellement, lorsqu'on regarde un peu, lorsqu'on entre au fond des religions, la religion est comme l'être humain. Parce que il y a des choses qui sont critiquables, condamnables. Et ça ne passe pas avec ma façon de voir les choses. Alors, c'est pour ça que je préfère être Rastaman. Ma religion, c'est l'amour. L'amour du prochain, le partage, entre autres. Mais je veux qu'on reste encore là-dessus un instant. Oui. Un ancien séminariste qui ne pratique plus l'Église, ça fait combien de temps que vous êtes parti à la messe? Je suis allé à la messe il y a 3 mois. Mais c'était pour la confirmation de ma fille. Mais pas en tant que catholique, en tant que protestante. Ma famille est protestante. Ils sont libres de pratiquer la religion qu'ils veulent. Oui, en Europe, vous avez, j'ai travaillé avec des protestants. Les protestants m'ont accueilli avec les bras ouverts. Je m'explique. Lorsque je suis arrivé à Bonn, j'étais à la recherche d'une bourse pour continuer mes études. Bonn, c'est en Allemagne. C'est en Allemagne. De préciser, oui. Et je suis allé à l'association des étudiants catholiques et on m'a demandé d'amener ma carte de baptême. Je suis allé dans l'association des étudiants évangéliques. On m'a donné une chambre, on m'a donné des cours d'allemand gratuitement, on m'a donné une bourse et j'ai été accueilli. C'est pour ça que j'ai choisi de baptiser mes enfants comme protestants. Et ma femme aussi, elle est catholique. Je suis catholique sur le papier. Je paye les impôts pour l'église catholique et toutes les églises en fait. Mais je suis plus proche des protestants en Allemagne parce qu'ils sont très libéraux. Ils n'obligent personne à aller à l'église. On ne regarde pas quelqu'un d'un mauvais œil s'il ne va pas à l'église. Et puis de toute façon, même quand on parle de la religion catholique, en Europe, il y a de moins en moins, par exemple, de gens qui vont à l'église. Personne
ce sont les personnes âgées qui vont à l'église. Les églises sont transformées même en boîte de nuit, en magasin, en bibliothèque, parce que personne n'y va. C'est le contraire en Afrique, hein, les églises sont remplies. Oui, c'est le contraire en Afrique. Chaque société, en fonction des problèmes, cherche à attraper quelque chose. Vous savez, Karl Marx disait la religion, c'est l'opium du peuple. Bon, il y en a qui prennent l'opium, il y en a qui prennent la cocaïne, il y en a qui prennent la ganja, la marijuana. Alors, moi, je laisse la liberté à chacun de choisir sa drogue. Mais est-ce que quand vous voyez les églises, les mosquées qui se multiplient en Afrique, vous dites que les Africains ont raté le couche? Je ne dis pas qu'ils ont raté, mais ça me fait pitié. Ça me fait pitié parce que c'est le désespoir qui amène l'être humain à reconnaître Dieu. Et quand le désespoir va partir, quand les peurs vont partir, les gens ouvriront les yeux. Parce que dans la religion protestante en Europe, par exemple, Dieu aime quand on travaille. Les protestants, par exemple, en Allemagne, font partie de ceux-là qui sont les plus prospères. Ça, ce sont des études sociologiques qui l'ont montré. Et ça veut dire que c'est une certaine liberté. Travailler, c'est rendre gloire à Dieu. Mais s'asseoir à l'église seulement pour chanter, c'est rendre gloire à Dieu, mais ce n'est pas parfait l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu nous a créés pour qu'on travaille. Lui-même, il est créateur. Lui-même, il travaille. C'est ce que j'essaie de vivre dans ma façon d'être en tant que Rasta, en tant que Mouara, en reconnaissant les valeurs de la culture Mouara que je peux associer à toutes les religions avec lesquelles j'ai eu à flirter, parce que et les religions, j'en ai eu à flirter. On reviendra là peut-être éventuellement là-dessus, si le temps nous le permet. Oui. Mais on pourrait vous dire aussi que ceux qui vont à l'église ou à la mosquée travaillent aussi au Burkina. Oui, bien sûr qu'ils travaillent. Bien sûr qu'ils travaillent. Il y en a naturellement qui mettent tout dans les mains de Dieu. Quand on n'a rien, on met tout dans les mains de Dieu. Hein? Pourquoi ceux qui sont en Europe, ils n'y vont pas? Pourquoi ils ne vont pas à l'église? C'est la question que je me suis posée. Lorsque je dis à quelqu'un dans la rue, en Allemagne, que Dieu te bénisse, il me regarde comme si j'étais fou. Parce qu'ils n'ont pas le temps pour ça, ou bien ils se disent il faut passer à autre chose. Non, vous savez, lorsque l'homme arrive, il y en a qui disent mon Dieu, c'est la banque, mon Dieu, c'est l'argent. Si j'ai l'argent, j'atteins le paradis. Et quand je pousse ma réflexion, je dirais même que c'est criminel de croire aux gens que le paradis, c'est après la mort, dans la mesure où personne n'est sûr. Donc vous ne croyez pas qu'il y a une vie après la mort? En Morée, on dit l'être humain est 9. Il ne vaut pas 10. 10, c'est quand tu sais ce qui se trouve après la mort. Alors, je ne peux pas dire oui ou non, mais je sais que dans la vie réelle, tu peux te faire ton paradis. Je sais que la vie, elle est merveilleuse. Je sais que rendre gloire à Dieu chaque matin pour mes mains, pour mes yeux, pour mes pieds, il n'y a rien de tel. Je sais que rendre gloire à Dieu pour un sourire, rendre gloire à Dieu parce que quelqu'un m'a aidé, rendre gloire à Dieu parce que je vis. Ça, c'est ma religion. Mais je n'ai pas besoin d'aller dans une église ou dans une communauté pour rendre gloire à Dieu. Ceux qui sont les fidèles pratiquants vont dire que vous êtes un égaré. Égaré par rapport à quoi? C'est vrai qu'on dit que lorsque la brebis se sépare du troupeau, c'est très dangereux, le loup peut l'attraper. Mais j'ai vu tellement de loups dans ma vie. Donc vous êtes à une autre dimension de la croyance avec de la spiritualité. Je suis à une autre dimension de la croyance. Je suis à une autre dimension. Est-ce que vous pensez que le continent africain qui a toutes les richesses aujourd'hui, qui ne se développe pas et qui est trop dans la pratique religieuse, doit changer de paradigme? Absolument. Je le pense. Je le pense parce que ceux-là qui nous exploitent, ils ne croient pas en Dieu. Je vais vous dire une chose. Oui. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit d'aller au diable. Je suis allé aux portes de l'enfer, j'ai frappé, j'ai demandé si c'est ici l'enfer. Le diable m'a dit d'aller voir ailleurs. J'ai fait une descente dans les catacombes de mon âme et j'y ai trouvé plus que l'or et le diamant du monde entier. Ce serait bien d'expliquer ça en français facile pour les citoyens qui nous regardent. C'est pour dire
Dieu a créé l'homme à son image. Oui. L'homme est l'image de Dieu. Ça veut dire que l'homme est Dieu. L'homme est l'image de Dieu. L'homme est Dieu. Ça veut dire que tout ce que Dieu peut donner à un être humain, ça dépend de l'être humain lui-même d'y avoir accès. Mais nous avons le monde phénoménal qui nous entoure. Nous avons les problèmes, nous avons les mauvaises graines. Les mauvaises graines, c'est quoi? Nous pouvons semer de la bonne graine dans quelqu'un. Oui. Pour semer une mauvaise graine, par exemple, en toi, petit frère Ismaël, il suffit que je te dise, tu sais, j'ai vu quelqu'un qui te critique. Il a dit ça et ça mauvais de toi. Et la mauvaise graine commence à pousser, à prendre possession. Ça, c'est seulement entre individus. Entre communautés, on peut semer aussi la mauvaise graine. Moi, j'évite de faire pousser la mauvaise graine à moi. Est-ce que vous comprenez souvent le fait que les Africains remplissent les églises et les mosquées et après, les prières, ils sont très méchants entre eux et c'est l'autodestruction continue? Oui, mais c'est la drogue. Il avait tout à fait raison, Karl Marx, quand il dit que la religion, c'est l'opium des peuples. C'est parce qu'ils sont drogués. Quand ils vont chanter, ils sont comme des drogués. Je fais la musique, je connais l'effet de la musique. Je connais l'effet de la chanson. Attention à ne pas blasphémer surtout quand même. Hein? Non, je ne blasphème pas parce que j'adore Dieu. Mais quand vous dites qu'aller chanter et autres, là, c'est comme la drogue qu'on inocule. Moi, je ne fais que dire ce que je sens parce que chanter, c'est exprimer mon âme. C'est mon âme. Lorsque mon âme, les sentiments que j'ai dans mon âme ne sont pas transférables. Bon, ce n'est pas la musique. Hein? Vous savez, je n'y peux rien, mais il y a ce qu'on appelle la psychologie et la psychiatrie. Analysez le cerveau de l'être humain, vous verrez que l'être humain a toute la puissance. Lorsqu'on met toutes ces puissances ensemble dans une église, ça a naturellement un plus grand effet. Donc ça chante, ça danse, et du coup on oublie ses problèmes ou quoi? Exactement. Exactement. Et c'est un des problèmes de l'Afrique. Regardez par exemple la Chine. Regardez le Japon. Je vous parle de l'Europe où les églises sont fermées. Bon, il faut avoir à un moment le courage de se dire la vérité. Et à mon âge, bon, même si on dit que je blasphème, peut-être qu'un jour, on trouvera que je n'ai pas blasphémé. Revenons sur le cas du Burkina. Vous êtes un Ouara, vous êtes un chanteur, vous avez plusieurs casquettes. Le Burkina, pour la plupart des jeunes en tout cas, la question revient de façon récurrente. Retour à la tradition, retour à nos coutumes. Est-ce que vous êtes favorable à cela? Il faut comprendre la question. Retour à la tradition, retour à nos coutumes. Ça veut dire quoi? Il faut poser la question, ça veut dire quoi? On a déjà le 15 mai qui a été décrété et les militants sont nombreux. Oui, c'est tout à fait normal. Ouais. Je suis pour les traditions, mais je respecte le moderne. Je respecte le moderne, je respecte toutes les religions. Parce qu'il faut adapter. Je crois que nos traditions, elles font le fondement. Ce sont nos repères. Regardez dans l'église, dans toutes les églises. Quand vous prenez les mélodies, par exemple dans l'église catholique, elles sont inspirées des mélodies des traditions. Soit par exemple les funérailles, c'est-à-dire c'est des chansons qu'on utilisait, ou des initiations, les rythmes. Et c'est ça en fait. Hein? Quand on fait par exemple des funérailles, on tue les animaux, on fait des choses. Il faut que l'Afrique trouve son chemin. Il faut trouver son propre chemin. Quand vous allez au Brésil, ou dans les pays caribéens, vous avez par exemple le culte du voodoo, oui, qui implique des éléments. Oui, même la Chine, quand vous avez parlé tout à l'heure, il y a le Bouddha. Oui. Chacun a quand même une pratique religieuse. Avec des éléments, oui, de la tradition. Mais lorsqu'on quitte la tradition, je n'ai rien contre l'Église, mais Jésus-Christ était-il blond avec des yeux bleus? Je ne sais pas. Mais il faut voir ce qu'on fait avec... Et qu'est-ce qu'on vous a dit au petit séminaire, justement? Au petit séminaire, on ne nous l'a pas dit. On ne nous a pas dit si Jésus était blond avec des yeux bleus. On nous a appris à avoir accès à la spiritualité. Les prêtres ou ceux qui sont très fervents croyants vont penser que vous n'avez pas suivi correctement les cours. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je suis prêt à affronter n'importe quel théologien dans ce sens. Parce que la religion a été un des moyens qui a permis
aux colonisateurs d'entrer, d'endormir pour pouvoir exploiter. D'abord les explorateurs, ensuite la religion et ensuite les colonisateurs, les armées. Ça, ce sont des choses, des réalités dont la jeunesse a besoin. Pour regarder, pour aller loin, il faut savoir d'où on vient. Donc, il faut avoir les religions traditionnelles comme repère. Et dans les religions traditionnelles, il n'y a pas 10 commandements. On dit en moré, si tu fais du bien, tu le fais à toi-même. Si tu fais le mal, tu le fais à toi-même. C'est ça le résumé. Donc il faut battre en brèche pratiquement toutes ces idées reçues qui ont voulu, à la limite, mettre sous l'angle satanique les pratiques anciennes de la coutume africaine. Absolument. Oui. Je suis de ceux-là qui croient qu'il faut battre en brèche ces éléments, ces aspects, cette façon de transformer la façon de penser des gens. Vous savez, si je veux baptiser mon enfant, je lui dis de l'appeler Kougli. On ne va pas le baptiser Kougli. Par contre, si je dis de l'appeler Pierre, on va l'appeler Pierre. Pourquoi? Pourquoi m'éloigner de la réalité? C'est le même mot qui a le même sens. C'est une façon d'obliger, le dominer, l'aliéner. C'est une aliénation mentale. Le nom Jules Martin, vous ne vous reconnaissez pas en cette appellation? Vraiment, pour moi, ça ne veut rien dire. Jules Martin, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Est-ce que vous avez questionné vos parents un peu plus tard pour comprendre pourquoi on vous a donné Jules Martin? Oui, mon père m'a dit qu'il était dans l'armée, il était ancien combattant et il avait un ami qui s'appelait Jules Martin. Seulement, ce que mon père ne savait pas, c'est que Jules était le prénom de son ami et Martin était le nom de famille. Enfin, ça fait partie de l'histoire, mais c'est une reconnaissance à un ami. Exactement. Exactement. Mais dans nos traditions, les noms ont toujours une connotation avec un effet sur l'individu. Et mon nom traditionnel, c'est Pareng Manba. Donc vous préférez ce nom-là? Je préfère ce nom. Pareng. Pareng Manba. Celui qui ne provoque jamais le premier. Et vos enfants aujourd'hui, est-ce que vous leur avez donné des noms traditionnels? Ah oui, mon premier fils s'appelle Wen Kouni et moi j'ai une première fille et elle s'appelle Wen Nea. Le deuxième c'est Wen Kouni, cadeau de Dieu. Wen Nea c'est la vision de Dieu. Ensuite j'ai Zemne Wende, Wen Barka, Non La Wende. Ça, ce sont les noms de mes enfants. Donc, les noms modernes liés aux religions, moi, je les appelle, ils ont les noms modernes, mais moi, je les appelle par leur nom traditionnel. Est-ce que vos enfants sont fiers, justement? Est-ce que vous leur avez expliqué la valeur ajoutée, justement, de ces noms traditionnels? Absolument. Oui. Chaque soir, avant de m'endormir, depuis qu'ils sont enfants, je les fais prier. Seigneur, Dieu, univers, merci que je ne sois pas tombé aujourd'hui, je ne me suis pas blessé au jardin d'enfants. Merci pour la bouillie, merci pour les pâtes. Il y a des gens qui sont pauvres, il faut t'occuper d'eux. Et il y a des qui sont malades, il faut les guérir. Il y a mon frère, mon ami, par exemple Jean, il était enrhumé. Dieu, il faut faire que son rhume s'en aille. Ça, c'est des choses que j'apprends. En réalité, quand on vous écoute attentivement, vous avez brisé les barrières entre vous et Dieu par le truchement de quelqu'un. Non, il y a eu un moment dans ma vie, dans mon aventure, où je me suis trouvé dans une situation où personne ne pouvait venir à mon secours. Pas ma mère, pas mon père, j'étais seul, vraiment seul. Et c'était en plein jour, et c'est devenu comme si c'était la nuit. J'ai utilisé un linge pendant près de 6 ans, disons-le, une serviette dans la salle de bain. Et un jour, j'ai vu la serviette et j'ai demandé à ma femme, mais j'ai dit, c'est à qui ça? Et puis elle me dit, c'est quelle question? J'ai dit, mais il y a des fleurs et tout ça dessus. Elle me dit, mais ça fait plus de 6 ans que tu utilises la même serviette. Ça veut dire que
la vision que nous avons des choses, tout est question de perspective et de la situation dans laquelle nous sommes. Il y va du matériel et il y va aussi de la façon dont nous prenons les idées. Si je sors le matin et je pense que la vie est désagréable, Oui. la vie sera désagréable. En réalité, les mauvaises ondes qu'on développe, c'est ce qui nous suit dans notre vie au quotidien. Exactement. Alors, quelle est la spiritualité la meilleure pour que l'Afrique soit vraiment un continent développé, un continent prospère selon vous? Si je vais être honnête, tout commence par l'intégrité. Okay. Parce que dans les sociétés africaines traditionnelles, il n'y avait pas de prison. Pourquoi il n'y avait pas de prison? Il y avait des voleurs. Mais on les connaissait qui étaient les voleurs. Dans un village, on savait qui était le voleur. Mais dans les villages aussi, il y avait la diète tout de même. Là, il y avait la diète quand même. Au niveau des chefferies coutumières, on savait comment on mettait les gens à la diète par rapport à un certain nombre de pratiques qu'ils faisaient. Oui, la diète, c'est... Il faut que... Quand vous déconnez, par exemple. Voilà. Oui, justement. Oui. J'en venais. C'est-à-dire qu'il y a des règles à respecter. Et quand on ne les respectait pas, tout le village, toute la communauté le savait. Oui. Et toute la communauté vous mettait au pied du mur pour vous dire la vérité. Mais il y avait des abus aussi quand même. C'est vrai. Dans la société traditionnelle africaine, il y avait des abus aussi. Il y avait des abus. Mais dans toutes les sociétés, il y a des abus. Dans le christianisme, il y a eu des abus. Vous savez combien de personnes le christianisme a tué dans le monde, dans l'histoire? Vous savez? Vous savez le sang qui a coulé au nom des religions? Mais c'est immense. Ça fait partie de l'être humain. Le bien et le mal nous habitent. La mauvaise et la bonne graine. Cultiver la bonne graine est ma religion. Cultiver la bonne graine est la religion de Guy Mansandouidi, invité exceptionnel de l'émission le Grand Débat sur Burkina Info. Vous avez une licence en lettres modernes. Oui. Dans les années 80, on sait bien que ce diplôme-là vous ouvrait énormément de portes. Oui. Finalement, c'était le journalisme apparemment votre vocation. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je crois que tout a marché. Bon, mon histoire, en fait, de l'aventure commence en 87. Oui. Lorsque j'ai connu une jeune dame suisse qui était à l'université. Nous étions ensemble. Et bon, compte tenu de certaines difficultés, ses parents ont dû la faire partir en Suisse. Et moi, en tant que bon Mouaga, j'allais toujours dire bonjour aux parents. Et un jour, ils m'ont demandé si j'avais envie de la voir. J'ai vendu ma L2, j'ai tout vendu pour acheter un billet d'avion, pour me faire un passeport. J'ai reçu une invitation pour aller la voir. Et j'y ai fait un tour pendant 10 jours. Lorsque je suis revenu à l'université, personne ne me croyait parce que j'avais toujours les mêmes vêtements. J'étais obligé d'acheter un vélo, contrairement à tous les étudiants qui avaient des mobylettes. Mais comme Dieu fait bien les choses, j'ai pu voir dans un journal, par hasard, un concours qui était lancé. Vous venez du tiers-monde, à l'époque on parlait du tiers-monde, du dialogue nord-sud. Vous avez visité un pays industrialisé. Quelles sont vos impressions? J'écris une nouvelle qui s'appelle « Si l'Europe vous était comptée », où j'ai retracé mon voyage. Ça, c'était en 87. En 88. Je l'ai envoyé. En 89, j'ai quitté l'université. J'étais en zone non lotie. J'étais blanchisseur pour pouvoir subvenir à mes besoins. Comme quoi, il n'y a pas de sous-métier, hein, contrairement à ce que les jeunes pensent très souvent. Même si on est diplômé, on peut faire toutes sortes de boulot. Oui, j'étais blanchisseur. Oui. Et un jour, un ami dont j'étais sous le couvert, il amène un courrier. C'était en juillet 90. Il a ouvert et c'était moi le gagnant du concours. Et le concours me donnait droit à 2 billets d'avion aller-retour dans une ville européenne de mon choix. Et un stage d'1 mois dans une rédaction. Alors, j'ai tout d'abord demandé si on pouvait me donner l'argent des billets pour booster mon business. On m'a dit que ce n'était pas possible. Le même meilleur ami, j'ai pris avec moi et nous avons voyagé. Et lorsque nous sommes allés, j'ai passé 1 mois à Lausanne. Après, je suis allé en Allemagne pour faire l'aventure. Alors, ce qui est intéressant dedans, c'est la providence.
j'avais plus d'espoir. Et la lettre est arrivée. Mais il faut aider l'espoir, il faut aider la providence. Et en ce moment, vous n'avez été dans aucun lieu de prière ou de sacrifice pour avoir cet avantage-là? Non. Comme quoi j'ai fait le tour dans des églises, mais ce n'était pas ce que je cherchais. À un moment, je me suis retiré. Ce n'est pas une prière qui m'a permis de l'avoir. Alors, c'est bien l'aventure, c'est une belle histoire que vous racontez là, mais vous et puis le rastafarisme, le reggae, comment ça a commencé? Disons que le rastafarisme, pour moi, a commencé dès le séminaire même. Dès le séminaire? Oui, j'étais le DJ du séminaire. Et nous avons eu un professeur belge, un jeune, qui est arrivé. Et lorsqu'il voyageait, il est venu de l'Europe, il nous a amené un disque de Bob Marley. Et comme j'étais le DJ, tous les samedis, on écoutait la musique, on dansait. J'ai écouté le rythme et il m'a plu. Et plus tard, en étant à Ouagadougou, j'ai écouté beaucoup le reggae et j'ai senti l'élément religieux, l'élément spirituel dans la musique du reggae. Le rastafarisme, est-ce une religion pour vous? Pardon? Est-ce que c'est une religion, le rastafarisme? Le rastafarisme, bon, vous savez, ça dépend de la façon dont on définit une religion. Je crois que le rastafarisme est une façon de vivre, mais je ne crois pas que l'on puisse définir ça comme une religion. Que répondez-vous à ceux qui pensent que les rastas là ne sont pas normaux dans la société? C'est parce que il y a l'abus et l'usurpation de l'expression rasta. Il ne suffit pas d'avoir des dreadlocks, il ne suffit pas de consommer des stupéfiants pour être rasta. Être rasta, c'est être pur. Être rasta, c'est se battre pour l'amour. Être rasta, c'est compter sur la force divine. Être rasta, c'est toujours avoir l'espoir. Être rasta, c'est réfléchir et tendre vers l'harmonie. Peace, la paix, l'amour et l'harmonie. C'est ça, être rasta. On peut être catholique et être rasta. On peut être juge et être rasta. Ça veut dire que le paradigme accompagne les décisions que vous prenez. Oui, mais que dites-vous des stéréotypes qu'on a autour des dreadlocks, justement? On pense que c'est pas propre, que c'est sale et tout ça. Bon, je ne peux rien dire. Parce que, comme je disais, à Morée, on dit, lorsqu'un âne mange la farine, tous les ânes ont mangé la farine. Parce qu'ils ont tous le museau blanc. Oui. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que moi, à mon âge, il faut que je reflète une image. Oui. Mais je ne dois pas m'efforcer. Il faut que je sois être. Il y a être et avoir. Moi, je me concentre sur l'être. L'avoir vient. Est-ce que le rastafarisme pousse à la sagesse? Le rastafarisme pousse à la profonde sagesse et des fois, dans ma méditation, je me dis, il y a une chose que je vais apprendre, c'est apprendre à me taire. Apprendre à me taire et à observer. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que la plupart de ceux qui sont les vrais rastas, ils ne sont pas dans les églises et les mosquées. On a l'impression qu'il y a une rupture qui se crée dès qu'ils sont vraiment dans la méditation et la réflexion profonde. C'est normal. Parce que les chemins des religions, toutes les religions se croisent dans le rastafarisme. Okay. Et lorsqu'on a trouvé, il n'y a plus besoin. Parce que si je rencontre un musulman, je vois en lui une création. Respecte la création de Dieu. C'est ça le rastafarisme. Respecte la création. Alors, vous êtes rasta, est-ce que vous avez eu à fumer? Ah oui, j'ai eu à fumer. Ah, vous le reconnaissez publiquement? Ah oui, je le reconnais. J'ai eu à fumer beaucoup. J'ai eu tellement à fumer que j'ai même perdu. J'ai fumé jusqu'à ce que les animaux me parlaient. Oh, là, c'est quand même une autre dimension. C'est une autre dimension. Les animaux m'ont dit, tu vois maintenant, j'ai fait comme si je n'entendais pas. Les chiens m'ont dit, on vous dit, vous ne croyez pas. Voilà. Maintenant, tu vois. Mais comment vous êtes sorti justement de là? Comment je suis sorti? En lisant les psaumes. Okay. Les psaumes.
Comme quoi l'Église vous est utile et vous a été utile. C'est pour ça que je dis que le séminaire a été pour moi comme le roc sur lequel j'ai pu construire ma maison. Voilà qui est bien dit. Restons sur le rastafarisme, la reggae musique. Est-ce que vos parents ont accepté que vous soyez dans cette dynamique-là? Bon, disons que mes premiers rastas, ma mère était triste, mais mon grand-père lui a dit, mais laissez-le. Nous, quand on était jeunes, on faisait ça comme ça, et puis, etc. Donc, mes parents étaient obligés d'écouter ce que mon grand-père disait. J'ai joui d'une très, très grande liberté en tant qu'enfant. Et pour ça, je rends hommage à mes parents, que leur âme repose en paix. Et des fois, je dis, maman, si tu étais là avec WhatsApp, j'allais pouvoir toujours te parler. Et si tu étais là, tu allais entendre ma musique à la radio, tu allais me voir à la télé. C'est ça. Ils m'ont donné beaucoup d'amour et de liberté. La reggae musique, vous avez écouté Bob Marley. Est-ce que c'est surtout les thématiques qui vous ont surtout séduit ou bien c'est la manière même de chanter qui vous a séduit auprès de Bob Marley? C'est surtout les thématiques. Oui. C'est surtout les thématiques, c'est dénoncer. Oui. Hein? Quand, par exemple, vous écoutez One Love, vous pouvez chanter One Love dans une église. Hein? Let's get together and feel all right. Hein? Et je dis, chacun a le droit de se sentir en paix sous le soleil de Dieu. Il a tout mis à notre disposition. Les Africains ont le droit de jouir de leur richesse. Chaque être humain a le droit d'être au soleil. Ça, ce sont les thématiques qui me préoccupent. Et le Rastafari et le reggae, les textes, l'appel à la justice, surtout la soif de la justice. C'est surtout la soif de la justice. Donc tous ceux qui n'aiment pas l'injustice peuvent trouver leur salut dans la reggae musique. Absolument. Oui. Absolument. C'est surtout la soif de la justice parce que lorsque l'on se bat pour la justice, la force est inouïe. La force est inouïe lorsque vous vous battez pour la justice. Lorsque vous battez contre l'injustice. Mais lorsque vous vous battez, rien que pour vous, pour vos intérêts, sans tenir compte de la justice, tôt ou tard, vous allez tomber. Reggae musique, on l'a dit tout à l'heure, vous avez des chansons cultes, on se rappelle la chanson Corruptu, déjà sous Blaise Compaoré. Oui. Est-ce que cette chanson-là, en son temps, parlant de la corruption au Burkina Faso, vous a valu des critiques ou encore des menaces sous Compaoré? Bon, je ne peux pas l'affirmer, personne ne m'a jamais menacé. Mais je me rappelle par exemple qu'à l'académie où je travaille, j'ai rencontré un Nigérien et je lui ai dit que j'étais artiste burkinabé. Et je lui ai montré jouer la musique et il m'a dit « Ah, c'est à cause de cette musique qu'on a fermé une radio à Niamey. » Et je me rappelle également que lorsque je suis arrivé avec le titre, d'abord, lorsque je l'ai enregistré, il y a un de mes amis avocats qui m'a dit « Il n'y a pas ce pays-là au monde où on va te permettre de publier cette chanson. » J'ai rencontré un diplomate burkinabé qui m'a dit « Petit frère, il ne faut pas publier le morceau-là. » Le titre Corruptu. Exactement. Oui. J'ai rencontré aussi des gens qui m'ont dit « C'est noble. Il faut que tu dises les choses telles qu'elles sont. » Parce que je ne critique pas, je décris. Je dis ce que j'ai ressenti tout au long de ma méditation. Et en fait, c'est scientifique ce que je dis là. Quand je dis que tout système corrompu est tôt ou tard hors de contrôle, mais c'est clair. Imaginez dans votre maison, maman, papa avec les enfants. Si chacun allait commencer à prendre les avantages, j'ai demandé à un ami, imagine que ta femme commence à acheter tes enfants pour ses intérêts. Qu'est-ce que sera ta famille? C'est ça, l'analyse, c'est une analyse logique, structurelle, une démarche qui me permet de dire une justice corrompue est un danger
pour la nation. Et vous avez dit la porte même pouvait se refermer autour du président. Et c'est ce qu'on a constaté finalement avec Compaoré, parce que l'histoire a fini par vous donner raison. Oui. Est-ce qu'en 2014, vous vous êtes dit, si il m'avait écouté, peut-être que ça ne serait pas produit? Oui, pas seulement en 2014, mais même actuellement. Je sais qu'il y a au Burkina Faso un réseau national de la lutte contre la corruption. Oui. Mais partout où je suis, je dis la corruption. Vous savez, un État, c'est comme un arbre. À Morée, on dit ça veut dire, lorsque le feuillage est touffu, tous les oiseaux viennent. La corruption, c'est comme le gui. Le gui, c'est une plante parasitaire qui pousse sur les arbres. Lorsque le gui domine l'arbre, l'arbre finit par tomber. Et il n'y aura pas d'arbre, il n'y aura pas d'oiseau qui va pouvoir en profiter. On se rappelle que 2014, Compaoré est tombé. Quand vous êtes revenu en 2018, vous avez dit sous Roch-Marc Christian Kaboré aussi que c'était encore une vaste corruption. Et lui aussi, il est tombé. Oui. Comme quoi votre chanson, elle est intemporelle. Oui, elle est intemporelle parce que lorsqu'on vous dit ne buvez pas l'eau sale, vous allez être malade. Si vous continuez à boire, vous serez malade. Donc cette chanson-là, elle est valable pour tous les présidents? Elle est valable pour le monde entier. Ok. Elle n'est pas seulement pour le Burkina. Ça, c'est une analyse scientifique, sociologique, basée sur des expériences qui m'a permis d'écrire cette chanson. J'ai rencontré un Burkinabé en Allemagne qui m'a dit « Ah, grand frère, la corruption là au pays, c'est trop. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu écrives une chanson. » Mais ce n'est pas une inspiration, c'est une analyse. Oui. Lorsque vous écoutez les paroles, c'est une analyse. Ça n'a rien de personnel. De personnel. Oui. Ouais, ouais. Et chaque chanson que je fais est adressée à tout le monde, oui, au monde entier. Si je dis par exemple que je vois l'aurore au-dessus de l'Afrique, je vois un soleil qui se lève. Bon, celui qui comprend, comprendra. Oui. On dit que nous, les Mossus, on parle avec toujours des emballages. Des emballages, c'est vrai. Si je dis que je vois un soleil au-dessus du Burkina, je vois l'aurore au Burkina, c'est ma façon de m'exprimer. Qui veut me croire? Il me croit. Celui qui ne veut pas me croire, il n'a qu'à ne pas me croire. Mais la nuit, là, nous avons traversé des nuits pour parler des inspirations et de ce qui m'a amené à cette chanson. Est-ce que vous êtes satisfait de cette chanson? Est-ce qu'elle vous a apporté gros financièrement parlant? Et moi, je ne fais pas la musique pour avoir l'argent. Moi, je fais la musique pour éduquer. Je fais la musique parce que je sens la musique en moi. Je fais la musique parce que je veux partager un message que je considère très bien pour toi, pour moi, pour Paul, pour Pierre, pour Alizeta, pour... Et c'est ce qui fait justement que dans vos chansons, vous ne faites pas dans le griotisme, vous ne chantez pas les noms des gens. Non. Moi, je ne suis pas contre ceux qui sont des griots. Le griotisme est une tradition. Mais je veux dire, oui, le griotisme, oui, mais il y a des artistes, ils ne peuvent pas enchaîner 3 musiques sans citer des noms de personnalités qui vont leur apporter peut-être éventuellement de l'argent. Non. Même ma femme, je ne mets pas son nom dans la musique. Parce que lorsque vous faites la musique pour avoir l'argent, vous avez manqué à votre mission. Okay. Si vous voulez avoir l'argent, allez chercher un travail. Faites un business. Mais certains vous diront que la musique aussi, c'est un travail parce qu'il faut écrire les textes, il faut rentrer dans le studio, il faut payer, il y a beaucoup de choses à faire. Absolument, il y a beaucoup de choses à faire. Mais moi, la musique que je fais n'est pas dans le but de faire l'argent. Vous savez, l'argent, les gens ont souvent l'habitude de dire « je fais ça pour l'argent ». L'argent est une conséquence des choses que vous faites. Je suis là en train de vous parler. Ça ne veut pas dire que j'ai l'argent, mais c'est déjà une reconnaissance. C'est le Burkina qui m'a fait. Oui. Je partage ce que j'ai avec le Burkina. Naturellement, c'est très bien de vivre à la sueur de son front. Si tu t'assois, tu écris, tu rentres dans le studio. Mais pour moi, c'est former, c'est enseigner. C'est éduquer. Je suis éducateur de profession. Voilà qui est bien dit. La corruption, une belle chanson qui continue de faire ses œuvres, il faut le dire clairement. Il y a aussi cette chanson Sac d'Anaba.
qui parle de l'intégrité du Burkinabé. Et ça fait 10 ans que le Burkina est dans l'insécurité. On parle de cohésion sociale, on parle de vivre ensemble, on parle de conflits communautaires. Comme une prémonition, l'histoire vous donne encore une fois de plus raison. Alors qu'au début, quand vous avez chanté Sakdanaba, on ne s'attendait même pas à ce que le Burkina soit victime du terrorisme. J'ai des textes que je n'ai même pas osé publier parce qu'il y a eu des moments où la méditation m'a fait voir des nuages très noirs au-dessus du Burkina. C'était à un moment où, partout, lorsqu'on ouvrait la bouche, on disait vous étiez un oiseau de mauvaise augure. C'est ce qui m'a empêché de le faire. Mais, Burkina Sakdanaba, j'ai compris que cette chanson, elle était basée sur nos traditions. Lorsque un vieux au village a écouté la chanson et puis il s'est levé. Il était assis. Il ne se levait pas. Lorsqu'il a entendu, il s'est levé. Il m'a dit, petit, Amoré, Biga, si c'était avant là, si on chante cette chanson, nous on peut rentrer dans le feu et sortir. Parce que nous avons des bases. Je disais tout à l'heure que lorsque vous vous battez contre l'injustice, votre force est inouïe. Ça veut dire, Burkina Sakdanaba, c'est quand tu dis non, tu dis non. Quand tu dis oui, tu dis oui. Quand tu commets un acte, un crime, si on te dit que c'est toi qui l'as fait, tu dois l'assumer. Tu dois te lever pour te battre pour ce qui est à toi. Est-ce que c'est ce qui a manqué au Burkina pour qu'on se retrouve dans cette situation en 2025? Cela a manqué au Burkina parce que Thomas Sankara, il répondait Naba. Ça va au-delà du Burkina. Parce que quand on dit Burkina, on peut voir le Burkina Faso. Mais il y a des Allemands qui sont burkinabés. Il y a des Nigériens, des Ivoiriens qui sont burkinabés. Il y a des juges burkinabés. Il y a des avocats burkinabés. Un Burkina, on dirait que je vais parler moré. Burkina, quand on dit Burkina, c'est quelqu'un, même si c'est un enfant, qui reste sur ses droits, qui dit non. Est-ce que c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui pour amener la paix au pays des hommes intègres? Pour amener la paix, il faut beaucoup de sensibilisation. Il faut s'asseoir. Il faut laver le linge sale en famille. Il faut faire comprendre aux différentes couches sociales, aux différents groupes ethniques, aux différents groupes religieux que nous avons un seul chemin. Burkina Faso, la terre des hommes intègres. Il faut baptiser encore le Burkina Faso en donnant l'exemple que nous sommes vraiment des Burkinabés. Si tu es Burkinabé là, si ta maison brûle, tu dois éteindre. Nous pouvons nous donner la main pour éteindre le feu. Est-ce que c'est l'unité, l'union qui a manqué depuis qu'on parle d'insécurité? L'unité a manqué parce que la démocratie est bien, mais je suis chorocrate. L'unité a manqué parce que la société est divisée. Chorocrate, ça veut dire quoi? Parce que la chorocratie, ça veut dire quoi? C'est un mot que j'ai créé. C'est un mot que j'ai créé parce que dans la ville où je suis, les jeunes Burkinabés, quand ils me voient, ils disent Koro. Koro en Djoula, ça veut dire grand frère. Exactement. Voilà, c'est toute une responsabilité qu'ils me donnent en m'appelant grand frère. Est-ce qu'il faut ramener le respect des anciens, le respect des aînés dans nos pratiques quotidiennes au Burkina Faso? Est-ce que c'est ce qui nous manque? Il faut s'inspirer de nos traditions. Moi, ça fait 32 ans que je vis en Allemagne. Il faut s'inspirer de nos traditions pour que les gens suivent droit, pour avoir des repères. Si un enfant dit tu à son père, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si un garçon, si son père l'appelle et puis il dit ah, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous avons perdu des valeurs. Nous avons perdu le repère. Le repère, c'est très important. Le repère, c'est comme une norme.
Et la norme, c'est le respect, par exemple, des parents, même dans les religions. Ton père et ta mère, tu honoreras. Lorsque les enfants auront perdu le respect pour leurs parents, ça veut dire que eux-mêmes ils ont perdu le respect. Ça veut dire que leurs enfants là même vont leur manquer de respect. Et ça, c'est ce qu'il nous faut pour pouvoir évoluer vers un avenir propre à nous avec nos méthodes, j'allais dire, endogènes. Nos méthodes endogènes, il l'a bien dit, c'est bien parlé parce qu'on se dira... C'est la culture africaine qui est la clé du succès. Alors, si je reste avec vous, on a l'impression que vous aimez vraiment le continent africain, notamment le Burkina Faso. Mais ça fait 32 ans que vous êtes toujours hors du pays. Pourquoi ne pas revenir définitivement dans votre pays? Je viens régulièrement. Mais je veux dire, pourquoi ne pas quitter définitivement l'Allemagne pour venir vous installer, pour vivre les réalités avec vos frères et sœurs? C'est ce que je suis en train de faire parce que 2024... 2025, ça fait déjà la 4e fois que je viens. Avant, je venais dans un rythme de tous les 2 ans. Et il y a eu même des moments où je suis venu à un rythme de 3 ans. Parce que j'avais des enfants qui avaient besoin de moi. Mais le Burkina traverse une période où je me suis dit, c'est le moment pour moi d'être près des Burkinabés. Même si je n'ai pas d'argent pour donner, j'ai la parole, j'ai la bonne parole. C'est pour ça que je suis là. Et je me prépare à un retour définitif. Parce que je ne suis pas allé en Europe pour rester, je suis allé en Europe pour voir, pour étudier, pour rechercher. Je connais l'Europe, je connais l'Allemagne. Je peux dire vraiment, je connais l'Allemagne à fond. Alors, et ces connaissances, c'est ce que j'amène au Burkina. Et quel répondez-vous à ces jeunes qui pensent que c'est finalement l'Europe qui est le paradis, la porte du succès? Ça vous fait sourire. Ça me fait beaucoup. Mais beaucoup disent, s'ils ont la chance de partir, ils ne reviendront plus. Il faut que je les désillusionne. Et vraiment, c'est l'occasion pour moi de passer pour dire bonjour à un de mes... C'est mon fils, en fait, qui a toujours voulu aller en Europe. Et moi, je lui ai toujours dit non, non, non. Avant-hier, il m'a dit, ah, papa, je voulais te dire quelque chose. Ah, vraiment, je suis content que je t'ai écouté et que je ne sois pas allé en Europe. C'était le meilleur cadeau que j'ai eu. Il m'a dit, maintenant, je travaille, j'ai l'argent, je peux acheter un billet pour aller passer mes vacances. Dans le cadre professionnel, j'ai voyagé beaucoup dans le monde, j'ai vu en Europe. Et chaque fois quand je venais en Europe et je rencontrais quelqu'un, quand je lui parle, ils m'ont toujours découragé. C'est-à-dire que lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, on croit que c'est le paradis. Oui. Mais ce n'est pas le paradis. Je vais être honnête. Je ne suis pas satisfait d'être allé en Europe. Mais d'un côté, je dis que j'ai pu acquérir des connaissances. Je parle l'allemand, j'enseigne en allemand. C'est une connaissance que j'ai pu acquérir. Il y a d'autres connaissances que j'ai pu avoir, c'est bien. Mais je crois qu'on doit construire le Burkina. Je vois des opportunités quand je roule partout, je vois des opportunités. Il faut que nous... L'avenir, c'est ici, au Burkina. L'avenir, c'est l'Afrique. Oui. L'avenir, c'est l'Afrique. Il faut réformer. Il faut réformer des choses. Il faut que les jeunes Africains sachent, il faut que les jeunes Burkinabés sachent que tout est dans leurs mains. Parce que quand on va en Europe, mais c'est un odyssée. On peut avoir un travail en Europe, on peut avoir une maison, mais on n'a pas de vie. Ça, c'est ce que beaucoup de gens oublient. On peut avoir une maison... Le social et autres n'existent pas en Europe. Et vous êtes assuré, vous payez chaque mois pour votre assurance maladie. Quand nous parlons de social, en Afrique, vous avez le contact facile. Oui, justement. Oui. Tout est artificiel. Oui. Même les relations sont artificielles. C'est la routine. Chaque anniversaire, chaque Noël, il n'y a pas le contact, la chaleur. Vous entrez dans un bus ou dans un tram, tout le monde est... Je sens la mort de l'âme en Europe. Alors, pour protéger son âme, je recommande à tous les jeunes burkinabés et africains de rester en Afrique et de cultiver l'Afrique. Alors, ça vous choque apparemment de voir que la Méditerranée est devenue au fil du temps le plus grand cimetière du monde? Absolument. Le Sahara, la Méditerranée, Gibraltar. Hein? Pourtant, je leur avais dit,
de ne pas y aller. Beaucoup arrivent, ils sont désillusionnés. Oui. La seule chose que l'on puisse faire, c'est le prêcher. Et c'est ce que je fais. Merci de me donner cette occasion de dire aux jeunes que l'avenir, c'est l'Afrique. L'avenir, c'est ici. Et souvent, certains même peuvent utiliser à 4 à 5 000 euros pour la traversée entre le désert et la Méditerranée. Oui. Et se retrouver souvent dans des prisons, entre autres. Dans des prisons. J'en ai vu qui sont devenus fous. Quand des jeunes burkinabés, par exemple, arrivent, il y a eu une période où j'étais président de l'association, secrétaire général de l'association. Il y a des gens que je regardais et je savais automatiquement, lui, il ne peut pas survivre ici. C'est un problème. Oui. Et il faut le prêcher, même s'ils ne veulent pas écouter. Parce que là où je suis allé, là où l'expérience que j'ai eue, je ne peux que le partager. Si je dis que c'est un trou, il ne faut pas y aller. Si on ne m'écoute pas, bon, j'aurais au moins fait mon travail. Voilà qui est bien dit. L'avenir, c'est l'Afrique. L'avenir, c'est le Burkina. L'avenir, c'est le continent. Il faut continuer à investir. Donc, on va vous dire merci parce que l'émission est terminée. Je te remercie et que la paix revienne au Burkina Faso. OK. C'est le vœu de tous les Burkinabés sans exception. Notre vœu le plus cher, c'est que la paix revienne dans notre pays, que la paix revienne un peu partout sur le continent africain. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin le rendez-vous de cette semaine. Je vous dis à la prochaine avec un nouvel invité. Salut, à bientôt, bonsoir.